Bonjour Victoria. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui déjà. Tu es la fondatrice et la DG de Solinum et tu es également administratrice générale pour la Croix-Rouge. C'est classe déjà comme titre. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et comment est-ce que tu as abouti à la création de Solinum ? Alors du coup, moi j'ai lancé Solinum pendant mes études d'ingénieur à l'ECE Paris. À l'époque, je faisais beaucoup de maraudes, donc en fait c'est des distributions alimentaires auprès des personnes à la rue et surtout la création de liens sociaux. Et puis je me rendais compte que j'arrivais pas à orienter les personnes en situation de précarité. Donc, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai commencé à faire une liste sur mon portable qui est devenue plus tard un Excel, qui est devenu un site internet et qui est devenu aujourd'hui SoliGuide, une cartographie de tous les lieux utiles aux personnes en situation de précarité, qui référence des lieux comme les distributions alimentaires, les douches, les permanences juridiques, l'accompagnement social, etc. Dans 20 départements en France. Donc, Dans 20 départements en France ? Tout à fait. 22 bientôt. Et donc ça se développe au fur et à mesure. Comment ça a démarré à Paris ? Ça a démarré à Bordeaux et Paris, qui sont un peu mes deux territoires de cœur. Et puis progressivement, le besoin social étant partout, on a progressivement couvert toute la France, pour l'instant une partie de la France, surtout avec la crise sanitaire qui a mis en évidence que la question de l'information à jour pour les publics précaires a été vraiment cruciale, notamment pour la question d'aide alimentaire. Et tu as combien de personnes dans ton équipe ? Depuis hier, on est 33 salariés au sein de l'équipe de Solinum. Félicitations. Et Solinum a combien, à quel âge ? Solinum est un beau bébé qui existe depuis 2016 du coup, et je suis passée à temps plein. J'ai commencé à salarier des personnes en 2018 quand j'ai été diplômée. D'accord, génial. Et donc tu me racontais quand on a préparé cet entretien qu'il y avait des profils et des typologies de collaborateurs super variés en fait. Oui, il y a des personnes ultra variées dans mon équipe, des personnes qui sont reconverties, des personnes qui sont passionnées par le social ou qui ont fait des chemins un peu plus atypiques pour arriver là. Et moi, c'est une des choses que je préfère dans mon travail aujourd'hui, c'est de faire évoluer ces personnes. Et de tous les âges en plus. Et de tous les âges, de 22 à 55 ans. Donc ça ne touche pas que la génération Y, Z qui est très engagée en fait. Voilà, et ça s'adapte à des profils très différents. Alors, tu as le côté tech, puisque ce que tu as créé, c'est un outil technologique. Tu peux nous en dire un peu plus ? Donc c'est une appli ? Un site internet ? C'est surtout une base de données. C'est pas du tout sexy de dire ça, mais SoliGuide, c'est avant tout une base de données de qualité à jour qui référence tous ces dispositifs. C'est le plus important finalement. C'est le fond. Enfin, c'est la matière brute. Si elle n'était pas, même si l'ergonomie de l'application ou du site était géniale, mais le contenu pas à jour, ce serait pas forcément utile. Ah bah, ça pourrait être même dangereux. Ouais. Moi, quand j'oriente les personnes en situation de précarité, si je les oriente vers une structure qui est fermée ou qui n'est pas adaptée, je peux vraiment casser leur parcours de réinsertion, donc c'est très important. Donc cette base de données, ensuite on la met à disposition. On a un site internet, soliguide.fr, une application mobile, on a des bornes interactives, on a des listes papier aussi, il n'y a pas que le numérique dans la vie. Et puis on a une API, pour les gens un peu techos, qui nous permet de partager ces données avec tout un tas de personnes. C'est intéressant parce que tu as à la fois le côté data, comme ressource au départ, et digital, dans le support, dans les manières d'apporter ces informations en fait, au maximum de personnes, aux personnes qui en ont besoin. C'est vraiment les deux facettes. Alors, il y a plusieurs facettes aussi. Alors, tu as une facette tech, puisque tu as une formation d'ingénieur à la base. D'ailleurs, tu avais fait quoi comme majeur à l'ECE ? J'ai fait une majeure énergie-environnement, donc clairement, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Mais par contre, un autre type d'engagement. Mais il y avait déjà, en tout cas, une envie un peu de faire bouger les choses, j'imagine. C'est ça. Ce que tu as appris te sert quand même, non ? Ce que j'ai appris, de toute façon, est toujours hyper transverse. Et en fait, tu peux tout appliquer. Moi, typiquement, dans mon équipe, j'ai des personnes qui viennent de l'hôtellerie-restauration et ce qu'ils ont appris, ça leur sert aujourd'hui. Comme quoi, tout peut servir. Tous les chemins apportent, il n'y a pas d'erreur. Tous les chemins mènent à l'impact. Tous les chemins mènent à l'impact, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors oui, donc on parlait tech, ton profil tech, et puis un côté engagement. Qu'est-ce qui pour toi prime ? C'est le kiff de la tech ou est-ce que c'est plutôt le côté engagement ? Pour moi, c'est la tech vers l'engagement. C'est-à-dire que la tech, c'est vraiment un outil, un moyen qui permet aujourd'hui d'avoir de l'impact. Et donc du coup, c'est dans ce chemin-là, mais toujours l'engagement comme finalité. C'est au service. Exactement. Est-ce que tu te définis comme une geekette ? Une geek ? Une geekette, quel terme ? Je sais pas si ça se dit geekette, mais il me semble. J'ai déjà entendu. Dans le terme classique de la vieille qui joue à des jeux vidéo, absolument, ça c'est sûr. Ah si, j'aime bien parce que le début de la phrase et la fin sont assez surprenantes. Donc tout à fait, donc tu es une fan de jeux vidéo ? Oui, mais ça on ne le dira pas. Chut, non, mais il n'y a personne, de toute façon on n'est qu'à deux. Promis, je ne le répéterai pas. Et pour le côté tech, moi je suis un peu chez Solinum Master Bidouille, donc je suis
passionnée par tout ce qui va être automatisation, optimisation. Dès que je dois faire un truc plus de 2 fois, ça veut dire qu'il faut que je l'automatise. D'accord. Et je suis madame prototype. C'est ça le côté master bidouille. C'est ça. C'est le côté prototype. C'est ça. Tu peux nous en dire un peu plus parce que c'est intéressant, ça montre aussi la manière dont tu appréhendes, on va dire, les projets sur lesquels tu travailles. Bah, ce qui est hyper important sur quoi on travaille, c'est d'avoir de l'impact. Et donc du coup, on va essayer de maximiser le rapport entre l'effort qu'on fait et l'impact qu'on va avoir. Donc souvent, on va prototyper des choses en faisant le truc le plus dégueu qui a le plus d'impact. Prototyper, ça veut dire que c'est la toute première phase. Tu as une idée, parce que voilà, comme ça, on est sûr que tout le monde comprend. Tu as juste une idée, un petit bout d'idée, et tu essaies tout de suite, tu rentres directement dans le code, donc tu codes encore ? Ouais. Typiquement, aujourd'hui, on a une plateforme qui permet de mettre en relation des femmes sans abri et des hébergeurs qui ont de la place chez eux. Donc ça, on est en train de le prototyper, de le tester sur 2 territoires. Et donc du coup, je suis en train de tester plein de fonctionnalités. Dès qu'il y a des nouvelles demandes, je les rajoute, etc. Donc ça, c'est toi qui fais ça. C'est partie trash un peu du début, comme tu dis, un peu crade. J'adore ça. Et après ? Et après, j'ai une vraie équipe de vrais tech. J'aime bien une vraie équipe de vrais tech. Des gens qui font des choses propres. C'est des savoir-faire différents, je pense. Hein. Parce que toi, tu dois avoir beaucoup de créativité du fait. C'est vraiment tu pars de zéro, en fait, de la page blanche. Ça demande de la créativité, mais en fait, surtout une capacité à voir quel est le vrai besoin. Comprendre. C'est ça. Quand tu as un utilisateur qui te demande, par exemple, une fonctionnalité, de réussir à découper en disant quel est le truc, en fait, qui va être le plus utile là-dedans. Si je fais, je sais pas si tu connais la règle des 80-20, mais généralement, on dit qu'on fait 80% de l'effort pour 20% du résultat et inversement. Donc, j'essaie de me concentrer sur les 20% d'efforts qui vont donner 80% du résultat. Ah, t'as raison, c'est un focus important. Qu'est-ce qui t'intéresse finalement dans le digital et la data ? Qu'est-ce que ça apporte à tes projets engagés ? Pourquoi utiliser ? Tu vois, quelle valeur ajoutée ça apporte particulièrement ? Ça apporte dans le monde de la solidarité, de l'efficacité et de l'humain. On pourrait croire le contraire, mais en fait, ça permet de... La tech apporte de l'humain ? C'est fou. Mais encore, explique-nous tout. Parce qu'en fait, dans la solidarité, il y a tout un tas de choses à faire, et nous, on essaye de faire en sorte que tout ce qui va être hors de l'humain, en fait, on l'automatise au maximum. Typiquement, je prends l'exemple de moi quand je fais des maraudes avec les personnes en difficulté et que je les oriente. Avant, je passais beaucoup de temps à chercher les structures en me disant « Attends, je vais te trouver le truc. Attends, alors la douche, elle est ouverte. Attends, je les appelle pour vérifier s'ils sont toujours ouverts. » Et tout ça, c'est du temps que je passe pas à échanger. Maintenant, j'arrive, j'ai SoliGuide, je peux les orienter directement, je leur donne l'info en 2 secondes, c'est fait. Et après, je peux leur demander comment ça s'est passé, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, qu'on voit son chien, etc. Et donc, du coup, on va vraiment mettre l'humain au cœur au final. Automatiser tout ce qui peut l'être pour ensuite gagner du temps sur ce qui est important. Exactement. D'accord, très bien. C'est très intéressant ta vision des choses. Alors ça a l'air fabuleux, la tech, ça a l'air complètement magique, mais est-ce qu'il y a des dérives que tu perçois dans l'usage du digital ou de la data et qui peuvent te préoccuper ? Y a des questions de data qui vont être un peu classiques dont on entend parler au quotidien. C'est des questions notamment de protection des données personnelles. Et dans la solidarité, ça va être un vrai sujet. Parce que c'est des personnes qui vont avoir un parcours qui va être un peu spécifique. Et puis demain, si on a un changement de gouvernement et que les personnes ont accès à un registre complet de toutes les personnes en situation de précarité, imaginons, ça peut devenir compliqué. Si ça ne tombe pas dans des bonnes mains, ça peut poser problème. C'est ça. Donc c'est la sécurité autour des données. Et est-ce que tu vois des solutions par rapport à ça ? Pour moi, les solutions, c'est avant tout de l'humain. Parce qu'au final, la tech, la data, selon la personne qui l'utilise, ça peut faire à la fois du bien ou du mal. C'est assez neutre en fait, c'est un outil. On ne dit pas qu'un marteau, c'est le mal. Et là, c'est pareil. Je pense que c'est important qu'on soit tous formés sur les questions d'éthique dans l'utilisation, notamment côté ingénieur, pour qu'on sache bien faire les choses et ne pas utiliser nos pouvoirs pour le mal. Ouais. Et ça, c'est en plus très subjectif. C'est pas simple à définir. Enfin, il y a une vraie réflexion à avoir autour de ça. Tout à fait. Et dans cet univers de la solidarité, est-ce qu'il y avait déjà de la tech ? Est-ce qu'il y avait déjà des choses qui étaient en place ? Ou est-ce que c'est vraiment, tu arrives en terrain vierge et tout est à faire ? Comment... Je dirais pas que tout est à faire, mais il y a beaucoup de travail parce que le secteur de la solidarité, c'est quand même un secteur qui est assez vieillissant, avec beaucoup de choses qu'on fait avec des bouts de ficelle. On a pris l'habitude dans la solidarité de faire avec ce qu'on a et donc de jamais investir, notamment dans des outils techniques. Et moi, ça m'a pas mal choquée au début parce que je voyais la différence entre les entreprises dans lesquelles je pouvais faire des missions en tant qu'ingé et où on avait des choses incroyables mises à disposition comme moyens, et le monde de la solidarité que je connaissais en tant que bénévole à l'époque, où on essayait de faire ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait.
ce qu'on avait, alors qu'il y en a un qui me paraissait plus important que l'autre. Et qui en a besoin terriblement. Et qui en a vraiment besoin. Donc du coup, pour moi, c'est un peu ça au final. La tech, aujourd'hui, c'est pas un terrain vierge, mais il y a beaucoup de choses à faire pour rendre plus efficace l'action sociale et pouvoir se concentrer, comme je le disais, sur l'humain. Et comment est-ce que toi, tu es accueilli dans cet univers? Parce qu'on peut se dire justement que, est-ce qu'on te voit comme un atout justement par rapport à ces acteurs qui étaient là depuis longtemps? La tech, ça fait peur dans l'univers de la solidarité? Ou bien ils se rendent compte très vite de l'impact que ça peut avoir et du fait, ça passe? Ou est-ce que tu as de la pédagogie à faire? Franchement, il faut un peu de pédagogie, parce que c'est pas des métiers... Il y a eu des freins au départ? Ouais, pour les travailleurs sociaux, pour les bénévoles d'un certain âge, etc., ça n'a pas toujours été évident. Mais au final, quand on voit l'impact et qu'il est là, il est mesurable, en fait, il y a c'est la preuve par le résultat. Exactement. Ouais. Depuis le confinement, clairement, il n'y a plus vraiment de doute, parce que tout le monde a dû s'y mettre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les questions de fracture numérique. C'est-à-dire C'est-à-dire que, typiquement, nous, on fait aussi des listes papier sur Soliguide parce qu'il y a des personnes qui n'auront jamais accès au numérique. Et c'est comme ça. En fait, chaque fin de phrase ouvre un sujet, une boîte de Pandore énorme de plein... Non, mais tu as raison. Ça tire des fils qui ne sont pas anecdotiques. Hein. Encore d'autres terrains de jeu pour toi par la suite, j'imagine. Ouais. Tu as déjà ça en tête pour la suite. Ouais, une chose après l'autre. D'ailleurs, c'est quoi les prochaines étapes que tu imagines pour Solinum après continuer à se développer en France, à avoir un maillage territorial complet de la France? Aujourd'hui, l'urgence, c'est vraiment d'apporter l'information à toutes les personnes en situation de précarité, où qu'elles soient. On a des demandes tous les jours, partout en France, donc c'est vraiment là où on met le plus d'énergie aujourd'hui, à travers différentes stratégies d'essaimage qui sont un petit peu techniques, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais on espère que d'ici 2023-2024, on arrive à faire l'essentiel de la France. Puis après, le reste, pourquoi pas, parce que c'est des besoins dont on a des échos à travers l'Europe aussi. Et est-ce que tu as besoin d'aide sur certains sujets? Je pense qu'il y a des lycéens qui nous écoutent et qui se disent « Oh là là, mais moi j'aimerais trop m'impliquer, m'investir auprès d'elle dans ma région, dans ma zone. » Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que ou ça se joue vraiment avec ton équipe? On recrute des bénévoles au niveau local toujours. D'accord. Et puis sinon, ce qu'ils peuvent faire déjà, c'est s'engager autour d'eux par du bénévolat s'ils ont envie de rejoindre des associations, que ce soit chez nous ou chez d'autres. Et puis tout simplement... c'est aussi dans la vie de tous les jours, faire preuve de solidarité, par exemple avec les personnes à la rue. Le plus impactant, des fois, c'est juste de leur dire bonjour, comment ça va? Voilà, les choses les plus simples peuvent être déjà avoir un impact. Ouais. Est-ce qu'il y a un acteur du secteur, parce que là tu commences à avoir une assise quand même dans cet univers, un acteur du secteur qui t'inspire particulièrement? Pour moi, ce serait la Croix-Rouge. Je bats un peu pour ma chapelle vu que j'ai l'impression que je l'ai entendu dans ton titre tout à l'heure. Vu que je suis administratrice nationale depuis la rentrée 2021. Ça doit être une belle... comment dire, tu as dû avoir l'impression d'avoir abouti à quelque chose, non? Ou pas? Ou la symbolique de faire partie de cette association qui est quand même que tout le monde connaît, qui est une... Moi, personnellement, je suis très fan de la Croix-Rouge française, surtout parce qu'il y a un potentiel d'impact aujourd'hui. C'est vraiment une association qui est sur tous les départements français, c'est pas rien de le dire. C'est le maillage aussi territorial qui est très puissant. C'est un maillage incroyable, une force de frappe, 17 000 salariés, 60 000 bénévoles, c'est impressionnant. 17 000? C'est fou. Wow. C'est une grosse entreprise. Hein. Et avec un impact social fou. Sur tout un tas de leviers, donc sur la lutte contre les exclusions évidemment, mais il y a aussi la question de la petite enfance, il y a la question de la filière textile, il y a tout un tas de choses. Donc moi je suis très fan de la Croix-Rouge, notamment pour sa capacité d'innovation, parce que c'est une grosse Bertha, hein. Il y a du monde à l'intérieur, mais... Et elle arrive à innover. Mais on arrive à innover, c'est quand même fou, moi je trouve. Ils ont tout un pôle innovation, ils ont un accélérateur. C'est quoi le secret alors? C'est quoi leur secret? Je pense que le secret, c'est de rester toujours à l'écoute du besoin de ses bénéficiaires. Et donc du coup, de là vient toujours l'innovation, parce qu'on peut toujours faire mieux quand on voit toutes les problématiques sociales, environnementales auxquelles on fait face tous les jours. Il y a toujours des choses à faire. Que se connecter au terrain. Et tu m'as parlé aussi d'une start-up d'État que tu aimes bien. Je veux aider, non? Ouais. D'ailleurs, si des personnes veulent s'engager... Ça peut être une piste. C'est pas mal. Sur jeveuxaider.fr, du coup, on peut trouver des missions de bénévolat. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que c'est une start-up d'État, et donc on pourrait dire start-up État. Quel est le lien? Oui, start-up d'État, c'est quoi? C'est financement de l'État ou C'est l'État qui fait des start-up, qui monte des start-up, c'est de l'entrepreneuriat. Et moi, je trouve ça très chouette aussi de donner à voir ce côté-là, parce que moi, quand j'ai commencé l'engagement, je me disais bon non, c'est pas l'État, l'État c'est nul. Alors qu'en fait, le service public... tout de suite au monde associatif, parallèle à... Ouais.
Le service public, c'est vraiment des personnes qui sont là pour aider au quotidien. Et donc, du coup, moi, je trouve ça génial d'avoir des personnes qui sont dans la machine et qui essayent de bouger la machine. Une vraie illustration et au cœur de la collectivité. Alors après avoir parlé d'une première séquence de digital et d'engagement, je te propose qu'on parle un petit peu plus de ton quotidien, des métiers du secteur. Toi, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton quotidien? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Moi, j'aime tout dans mon quotidien. Ce qui me fait lever, c'est l'impact. Non, ça marche pas tout. C'est pas une bonne réponse. En fait, il y a tellement de diversité. Toutes mes journées, elles se ressemblent pas. Je vais avoir des choses tous les jours, ça va être un petit peu des surprises. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est d'avoir parfois du travail qui va être très technique, où je vais coder des trucs, parfois des choses qui vont être dans la relation partenariale, d'aller à la rencontre du terrain. Des fois, je passe du temps avec des associations, des personnes concernées, des institutions. Des fois, je suis à des niveaux nationaux. Enfin, il y a des trucs... Dans une journée, ça peut... T'as plein de casquettes, en fait. Ça c'est vraiment rigolo. Et puis, j'adore faire grandir, évidemment, mon équipe, qui aujourd'hui compose 33 salariés et que j'aime tous. C'est grandir l'équipe et grandir les personnes dans ton équipe, c'est ça? Les accompagner aussi pour qu'elles continuent à s'épanouir dans ce domaine. Justement, parmi les personnes qui sont dans ton équipe, est-ce que tu as quelques exemples de métiers tech et engagés qu'on peut trouver dans ta boîte? Parce que ça peut être intéressant pour donner des idées de métiers aux lycéens qui nous suivent. Alors, des métiers dans la tech, il y en a plein dans le digital. Nous, par exemple, on a... si je prends l'exemple d'une fonctionnalité, sur Soliguide, depuis quelques temps, on regarde la saturation des structures. Donc, en gros, on a notre product owner qui va faire le lien entre le besoin du terrain et nos développeurs. C'est un peu le chef de projet, le product owner? C'est pas chef de projet, je dirais plutôt traducteur. Traducteur, d'accord. Traducteur entre comprendre le besoin et réussir à l'expliciter au tech. Exactement, dans leur langage, ce qui n'est pas toujours facile, clairement. Il faut être polyglotte. Il faut être bilingue, voilà. Exactement. Au moins bilingue. Et donc, par exemple, qui va entendre le terrain qui dit « Bon, moi, ça me saoule, à chaque fois, je vois une structure, au final, ils me refoulent parce qu'ils n'ont plus de place. » Et qui va se dire « Tintin, qu'est-ce que je peux faire ?» Donc, du coup, fonctionnalité, on va indiquer la saturation des structures. Ah, d'accord. Donc je comprends maintenant le sens du mot saturation. Voilà. D'accord. Et donc ça, c'est le product owner, du coup, qui va faire ce lien-là entre le besoin terrain et qui va écrire les tickets, on appelle ça, pour les développeurs. Ensuite, on a des développeurs full stack qui vont tout simplement développer. Ils vont avoir plein d'impacts, qui vont pouvoir tout simplement développer toutes les choses. Donc, ils vont faire une fonctionnalité en disant maintenant, on va afficher la saturation des structures. Et on va faire un formulaire permettant aux structures de se connecter et de mettre à jour ça. Et on va l'afficher, etc. Donc, ça veut dire, derrière cette fonctionnalité, plein de choses. Bien oui. Et ensuite, on va avoir... Connecter les données, quoi. Toute la ramification qui arrive à trouver les données pour qu'au final, il y ait le bon résultat sur l'application de la personne qui le regarde. Et souvent, derrière une petite fonctionnalité qu'on dit comme ça en une phrase, en fait, il y a énormément de travail. Et puis, on a aussi un data analyst chez nous. Donc, un data analyst, c'est quelqu'un qui va faire de l'exploration dans les données. C'est un explorateur de la donnée et qui va lui aussi traduire des informations brutes en choses utilisables. Donc, typiquement, si je reprends cet exemple, il va voir que oh là là, il y a la saturation de l'aide alimentaire dans le côté ouest de Paris, c'est absolument n'importe quoi. Et donc, il va faire une carte interactive montrant ce problème-là. Donc ça, c'est de la data analyse. Et donc ça aussi, ça peut permettre d'avoir un impact derrière. Parce que quand on voit la donnée et qu'on voit une carte et qu'on se rend compte là où c'est rouge, ça peut permettre aussi de savoir où on doit agir, c'est ça? Exactement. Bon, ça paraît un peu bête comme ça qu'on dit le rouge, etc. Mais c'est exactement ça. Ouais. C'est visuel, quoi. C'est pas juste un chiffre dans un tableau complexe. Quelle que soit la visualisation, en tout cas, ça permet d'avoir de l'impact et de faire changer les choses. Très bien. En parlant d'impact aussi, tech et mixité. Est-ce que être une femme dans la tech, pour toi, ça a été un sujet à un moment ou pas? Moi, j'accumule quand même. Déjà, femme dans l'entrepreneuriat. Ouais, pas beaucoup, déjà. Génial, là, quand même, là. Je pourrais quand même être un mec au bout. Et femme dans la tech, pas ouf non plus. Parce que souvent, on va considérer consciemment ou inconsciemment comme moins bonne techniquement, en fait. Ah, tu veux dire qu'il y a un a priori de base, en fait. Comme tu es une femme, tu codes moins bien, c'est ça? Généralement, quand on est une femme, qu'on soit déjà en école d'ingé ou autre, on va considérer naturellement qu'on va être moins bonne techniquement. Tu veux dire, on se considère ou on est considéré? Ah, bonne question. Souvent, c'est les deux. Ouais, il y a un petit peu d'autocensure aussi. C'est vraiment ce que nous renvoie aujourd'hui tout le monde autour de nous. Et ça change progressivement, et donc ça c'est très très chouette, mais c'est vrai qu'au début, toutes ces questions-là, moi, je me disais, c'est pas pour moi, c'est pour les gens plus intelligents, tout ça, alors qu'en vrai, c'est pas du tout compliqué, en vrai ça se fait bien.
C'est possible, c'est possible. Alors, on va terminer avec la question du public. Nous avons une question qui a été choisie pour toi. Est-ce que c'est difficile de transformer son projet digital en start-up pérenne? C'est intéressant parce que, comme tu dis, c'est un beau bébé déjà. Donc, tu as une start-up qui a déjà une certaine vie. C'est quoi le secret et est-ce que c'est compliqué là, de passer cette étape? Je dirais pas que c'est une étape, c'est vraiment un process. Et pour moi, ça. T'as pas monté une marche en fait, hein, c'est ça, Ouais, c'est pas bon, j'ai une idée, comment j'en fais une start-up. En tout cas, pour moi, ça s'est pas fait comme ça. Mais aussi parce que j'ai tendance à être vraiment au jour le jour. Et donc, du coup, tout ce que je voulais, c'est avoir quelque chose c'est avoir une carte de toutes les structures pour pouvoir orienter moi les gens que je rencontrais. Et j'avançais vraiment comme ça, par petits morceaux. Et quand on est toujours dirigé par l'impact, les choses viennent de façon hyper naturelle et organique. Les questions de modèle économique, de statut juridique, en fait, c'est juste des conséquences de ce qu'on veut faire, qui est, il faut de l'impact social. Et donc, typiquement, moi, je me disais, OK, bon là, je vois qu'il faut des personnes à temps plein pour s'occuper de ça. OK, personne à temps plein, ça veut dire salarié. Salarié, ça veut dire argent. Argent, ça veut dire modèle économique. Mais ça se fait vraiment de façon ultra naturelle. Donc, je ne me suis pas vraiment posé cette question, en fait, à aucun moment. Ça s'est fait. Garder l'étoile de l'impact comme guide. Ouais, et c'est ce qu'on continue à faire aujourd'hui. Et donc, que ça soit dans ce sujet-là ou dans un autre, tant qu'on sait exactement vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut atteindre, au final, le reste... ça suit. Tout chousse. Tu tires ton fil. Génial. Merci beaucoup, Victoria. C'était vraiment un témoignage absolument inspirant. Maxime, qu'on a rencontré tout à l'heure, avait raison de nous dire combien tu étais inspirante. Et il t'avait choisi comme inspiratrice, d'ailleurs, comme entrepreneur qui l'inspirait. Juste pour terminer, où est-ce qu'on peut suivre tes aventures ? On peut suivre sur tous les réseaux classiques. On a une page Facebook, Twitter, TikTok même, je crois. Enfin, tout ce qu'il faut sur Solinum. Très bien. On te rejoint tout de suite. Merci beaucoup. À bientôt, Victoria. Merci de m'avoir invitée.